Une vie épanouissante implique de se connecter avec les autres, famille, collègues, enfants, parents, employés et amis. Que ce soit à travers la collaboration au travail, la cohabitation ou les loisirs passés ensemble, entretenir des relations nécessite d'assumer la responsabilité qui en découle. Prenons les patrons par exemple, combien de patrons connaissez-vous qui seraient complètement perdus sans leur secrétaire? Pas mal. Ils forment une équipe, l'un est sous les projecteurs, l'autre est inestimable dans l'ombre. L'un est un génie des idées, l'autre est un génie des détails. Ils travaillent ensemble, sinon cela ne fonctionnerait pas du tout. Bien sûr, vous devez être responsable de vous-même et envers vous-même avant de pouvoir être responsable envers une autre personne. Vous devez être le meilleur possible pour pouvoir apporter le meilleur de vous-même à n'importe quelle relation. Et c'est là que réside le lien avec la construction de votre ambition, vous construisez vous-même afin de pouvoir construire des relations mutuellement bénéfiques. Avec cela à l'esprit, discutons de quelques moyens de construire des relations. La plupart de ces conseils sont destinés à la construction de relations d'affaires, établir des contacts, cultiver de bonnes relations de travail avec les collègues, les fournisseurs, les prospects, les clients futurs, les clients actuels et les clients passés. Cependant, rappelez-vous que nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit notre profession, et bon nombre de ces conseils fonctionnent également bien pour construire d'autres relations. Commençons par la gentillesse. À quel point devez-vous être gentil? Aussi gentil que possible. À qui devez-vous être gentil? À tous ceux avec lesquels vous entrez en contact, des chauffeurs de taxi aux réceptionnistes d'hôtel, des serveurs aux commis de magasin, des passants aux personnes dans votre bureau, et les personnes à la maison. Soyez gentil avec tout le monde. Et voici pourquoi une parole gentille va loin, quelqu'un passe une mauvaise journée, et vous ne savez pas qu'il passe une mauvaise journée, mais quelqu'un se sent vraiment mal. Et vous offrez une parole gentille. Peut-être n'est-ce qu'un simple bonjour amical, comment ça va? Peut-être est-ce juste prendre une minute ou deux pour écouter ce que quelqu'un a à dire. Mais vos quelques mots de gentillesse ou vos quelques minutes d'attention pourraient changer la journée de quelqu'un, pourraient le faire se sentir plus précieux, plus pris en charge. Soyez généreux avec votre gentillesse. Cela ira loin. Les gens se souviendront, que vous les connaissiez ou non. Si vous êtes dans un restaurant bondé et que vous êtes particulièrement gentil avec le serveur, devinez quoi? Il se souviendra de vous la prochaine fois que vous viendrez, et alors devinez ce qui se passera? Vous obtiendrez encore un meilleur service. Quand vous donnez de la gentillesse, ce n'est pas perdu, c'est investi. Cela vous reviendra. La gentillesse, c'est si important dans tous les aspects de votre vie. C'est si important pour construire de bonnes relations avec les autres. Maintenant, voici ce qui est aussi important, la sensibilité. Être touché par les expériences des autres, être sensible aux autres, comprendre la situation des autres, ouvrir votre cœur, votre esprit et votre attention pour répondre aux besoins des autres, les personnes avec qui vous travaillez. Les personnes avec qui vous vivez. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir si vous pouvez comprendre ce qui se passe dans son cœur. S'il y a un problème, vous devez être suffisamment sensible pour poser quelques questions. Pas une question, mais plusieurs questions. Parfois, vous ne parviendrez même pas à la racine du problème avant d'avoir posé 2 ou 3 questions. La plupart des gens ne révéleront pas le problème à la première question. Vous dites, Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vont les choses? Et elle répond, eh bien, tout va bien, et vous pouvez dire par la manière dont elle le dit que tout ne va pas bien. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas dire directement quel est le vrai problème à moins que 2 critères ne soient remplis. Premièrement, nous parlons à quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Et deuxièmement, nous parlons à quelqu'un qui se soucie vraiment. Donc, parfois, il faut cette deuxième question, peut-être une troisième, et peut-être une quatrième avant que la confiance ne se construise et que la personne comprenne enfin que vous vous souciez. Ensuite, ils sont prêts à vous dire ce qui se passe réellement dans leur esprit. Mon Dieu, cela économise tellement de temps. Posez des questions dès le départ. Avez-vous déjà parlé pendant 1 heure et ensuite posé une question, découvrant que vous venez de gaspiller l'heure précédente? Apprenez à poser des questions qui renforceront la confiance et la communication entre vous et ceux avec qui vous travaillez. Apprenez à exprimer, pas à impressionner. Si vous voulez toucher quelqu'un, exprimez la sincérité du cœur. Impressionner crée un fossé. Exprimer crée un pont. Identification. Vous voulez être capable de relier vos pensées, vos philosophies et vos expériences à quelqu'un qui dira, moi aussi, je sais ce que tu veux dire. Vous ne voulez pas que leur réaction soit, et alors?
Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous faites simplement connaissance, vous prenez contact. Voici où vous commencez. Trouvez quelque chose que vous avez en commun, trouvez quelque chose avec lequel vous pouvez tous les deux vous identifier. Commencez là où ils sont avant d'essayer de les emmener là où vous voulez qu'ils aillent. Donc, si vous essayez de parler à quelqu'un qui a été frappé au cœur et que vous avez vécu cette expérience, vous pouvez parler d'avoir été frappé au cœur et cela signifiera quelque chose. Cela aura de la substance, cela aura de la profondeur. Et si vous commencez par là et ensuite commencez à construire le pont, vous avez l'identification. Ensuite, vous commencez à établir un rapport. Et lorsque vous commencez à établir un rapport avec quelqu'un, ou lorsque vous voulez améliorer le rapport que vous avez avec quelqu'un, vous avez besoin de compétences de communication efficaces. Permettez-moi de vous donner quelques conseils sur la bonne communication. Parce que pour bien s'entendre avec les autres, pour bien travailler avec les autres, pour bien vivre avec les autres, vous devez être un bon communicateur. Premièrement, avoir quelque chose d'intéressant à dire. Intérêt, fascination, sensibilité et connaissance. Deuxièmement, maintenant que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Le deuxième point est de bien le dire. Et vous devez être capable de le traduire pour qu'il profite à quelqu'un. Vous devez avoir un bon système de transmission pour votre substance, votre connaissance, votre sensibilisation, votre compréhension et votre expérience. Apprenez à bien le dire. Et voici quelques indices pour bien le dire. Premièrement, la sincérité. La meilleure communication se produit lorsque les deux personnes sont sincères. L'une souhaitant sincèrement apprendre ou écouter, et l'autre souhaitant sincèrement partager. Deuxièmement, dans bien le dire, il y a la répétition. Faire partie de bien le dire, c'est simplement s'entraîner à bien le dire. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Une partie de ce que j'enseigne dans la formation à la vente, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer. Vous commencez par quelque chose de simple. Et quand vous ne savez pas grand-chose sur ce que vous faites, la pratique est encore plus importante. Disons que vous êtes dans la vente, et que votre présentation n'est pas si bonne, et que vous vous promenez en disant, vous ne voudriez pas acheter ça, n'est-ce pas? Je vous le dis, peut-être que si vous dites cela assez souvent pendant la journée, quelqu'un pourrait dire, eh bien, peut-être que je le ferai. Qu'est-ce que vous vendez? Maintenant, vous ne pouvez pas dire, occupez-vous de vos affaires. Non. Une fois que vous avez ouvert la porte, vous devez passer par là. Voici ce qui se passe si vous pratiquez dans la vente, vous êtes sûr de réaliser des ventes. Quelqu'un demandera ce que vous vendez, et vous devrez le dire. Peut-être qu'ils le voudront. Vous êtes sûr de vous améliorer. Si vous pratiquez, vous améliorerez votre présentation de vente, vos compétences d'écoute avec les prospects, votre capacité à conclure la vente et votre capacité à gagner votre vie. La pratique est tout aussi précieuse qu'une vente car ce qui est précieux dans la vente, c'est la compétence. Une vente vous fera gagner votre vie, les compétences vous feront fortune. Alors, pratiquez votre présentation et votre capacité à communiquer ce que vous savez. Même ceux qui disent « non, je ne suis pas intéressé » sont précieux car ils vous permettent de pratiquer votre présentation. Surtout lorsque vous débutez, vous pourriez même envisager de les payer pour vous écouter pratiquer. Soyez reconnaissant pour les « non ». La pratique vous aide à développer des compétences, et les compétences rendent votre travail plus précieux. Si vous vendez simplement, vous pouvez gagner votre vie. Si vous vendez habilement, vous pouvez faire fortune. Si vous parlez simplement, vous pouvez maintenir une famille unie. Si vous parlez habilement, vous pouvez construire des rêves et un avenir. La différence réside dans la compétence. Vous pouvez abattre un arbre avec un marteau, mais cela prend environ 30 jours. Si vous échangez le marteau contre une hache, vous pouvez abattre l'arbre en environ 30 minutes. La différence entre 30 minutes et 30 jours réside dans l'outil. Votre meilleur outil de communication est votre compétence, alors pratiquez pour acquérir la compétence de bien dire les choses. Faire partie de bien le dire est la sincérité, la prochaine partie est la répétition. Voici un autre élément pour bien le dire, la brièveté. Parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste assez. Plus vous en savez, plus vous pouvez être bref car vous pouvez rendre les mots plus efficaces. Jésus était bref lorsqu'il constituait son équipe. Il se promenait simplement dans la campagne et de temps en temps, il voyait quelqu'un qu'il voulait dans son équipe et disait, « Toi, suis-moi ». C'est court, c'est bref. Pourquoi Jésus pouvait-il être si bref et pourtant si efficace? Pour tout ce qu'il était, il n'avait pas besoin de dire beaucoup. Lorsque vous devenez plus grand,
lorsque vous devenez plus fort, vous devenez une personne de meilleure réputation. Lorsque vous arrivez, votre réputation peut vous précéder, donc vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Si votre réputation vous a précédé, elle fera une grande partie du travail pour vous avant même que vous n'arriviez. Ensuite, il y a le style. Faire partie de bien le dire est le style. Soyez un étudiant du style, une variété de styles, puis assurez-vous de développer le vôtre. Soyez un étudiant mais développez le vôtre. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Laissez quelqu'un d'autre vous influencer, mais ne devenez pas cette personne. Développez votre propre style. Voici un autre conseil pour bien le dire. Le vocabulaire. Vous devez avoir un bon vocabulaire pour bien le dire. Nous ne pouvons traduire pour les autres qu'avec les outils appelés vocabulaire. Si vous manquez de vocabulaire, vous manquez d'outils pour décrire un problème ou une réponse. Les mots sont essentiels, vous ne pouvez pas bien communiquer sans un vocabulaire défini. Chaque fois que vous rencontrez un mot qui vous est nouveau, cherchez sa signification. Chaque fois que vous êtes dans une conversation et que l'autre personne utilise un mot qui vous est nouveau, cherchez sa signification. La plupart du temps, vous pouvez comprendre la signification d'un nouveau mot en fonction de son utilisation, mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous de retenir votre réponse jusqu'à ce que vous soyez sûr. Il y a plusieurs années, certains de mes amis ont réalisé une enquête auprès des détenus dans le cadre d'un programme de réhabilitation sur lequel ils travaillaient. Ils ne cherchaient pas cela, mais voici ce qu'ils ont trouvé: il existe une relation nette entre le vocabulaire et le comportement. Plus le vocabulaire est limité, plus il tend vers un mauvais comportement. Quand on y réfléchit, cela a du sens. Le vocabulaire est une façon de voir. Il nous donne un aperçu. Seul avec votre vocabulaire actuel pouvez-vous voir. Vous ne pouvez pas utiliser des outils que vous n'avez pas pour créer une compréhension, une prise de conscience, une compréhension, une perception et une vision. Vous ne pouvez avoir autant de vision que votre vocabulaire actuel vous le permettra. Si vous êtes limité en vocabulaire, vous ne pouvez pas bien voir. Et si une personne ne pouvait voir le monde que par un tout petit trou? Pouvez-vous imaginer les erreurs de jugement qu'elle ferait? Il dirait: voici comment c'est. Vous diriez: non, ce n'est pas comme ça. Voici comment c'est. La personne dit: mais je ne peux pas le voir. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas le voir? Elle n'a pas le vocabulaire pour comprendre la traduction. Le vocabulaire est également ce que nous utilisons comme outil pour exprimer ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, pour traduire nos questions, nos réponses et nos perceptions. Si vous avez une manière limitée de traduire et d'exprimer ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, vous prendrez beaucoup de retard. Vous auriez des problèmes jumeaux sans un bon vocabulaire. Numéro 1, vous ne seriez pas capable de voir. Numéro 2, vous ne seriez pas capable d'exprimer. Votre monde deviendrait de plus en plus petit, n'ayant ni la vision ni les outils. Enfin, vous n'auriez pas besoin d'un endroit beaucoup plus grand que 10x12 pour vivre. Pourquoi? C'est à peu près aussi grand que le monde de certaines personnes. C'est tout ce qu'ils ont, ce petit monde étroit. Commettant des erreurs chaque jour parce qu'ils ne peuvent pas voir, se trompant chaque jour parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou comprendre. Pas d'outils avec lesquels traduire. Pour une bonne communication, le numéro 1 est d'avoir quelque chose de bon à dire, le numéro 2 est de bien le dire, et le numéro 3 est de lire votre public. Vous devez lire ce qui se passe entre vous et les personnes à qui vous parlez. Devriez-vous dire ce que vous dites un peu plus doucement? Devriez-vous le dire un peu plus fort? Devriez-vous l'expliquer davantage? Devriez-vous être plus clair et concis? Devriez-vous arrêter? Beaucoup de décisions prises lors d'une conversation dépendent de votre capacité à lire et à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ceux que vous essayez de joindre. Peu importe que vous regardiez le visage d'un enfant, le visage d'un collègue ou 1000 visages dans une audience, vous devez lire ce qui se passe. Vous devez faire attention. Alors laissez-moi vous donner quelques moyens de lire votre public. Le premier est de lire ce que vous voyez. Scrutez le visage d'un enfant et voyez si vous êtes compris. Voyez s'ils ont l'air perplexes, voyez s'ils comprennent, ou s'ils ne comprennent pas. Le langage corporel nous en dit long. Regardez comment les personnes à qui vous parlez sont assises, ce qu'elles font avec leurs mains, leurs yeux. Si un gars a les bras croisés, les jambes croisées, le menton rentré et fait la moue, vous avez du pain sur la planche. Ce gars ne sera pas facile à atteindre. Si une dame se lève derrière son bureau, vous devez vous dépêcher. Elle n'écoutera pas beaucoup plus longtemps, vous devez probablement accélérer le rythme et aller droit au but. Donc, le premier est de lire ce que vous voyez.
Le deuxième est de lire ce que vous entendez. Vous devez être un bon auditeur pour être un bon communicateur. Obtenez des commentaires. Écoutez pour être un bon parent. Pour bien parler, vous devez bien écouter. C'est si précieux. Obtenez les commentaires. Ce que vous entendez peut vous aider à changer de vitesse, être un peu plus fort, être un peu plus doux. Trouvez une autre illustration si celle-ci ne fonctionne pas, cherchez un autre moyen de le dire. Devenez sensible aux mots de quelqu'un d'autre, pas seulement en vous préparant à parler lorsque l'autre personne a terminé. Écoutez et repérez ces signaux que nous donnent les mots de retour. Maintenant, voici le troisième moyen de lire votre public, et c'est de lire ce que vous ressentez. Les signaux émotionnels. Vous devez apprendre à les percevoir. Saisissez ces sentiments. Les femmes semblent simplement avoir cette partie intégrée. Les hommes peuvent l'apprendre, mais les femmes l'ont. Une femme dit, ça ne semble pas juste, ça ne semble tout simplement pas juste. Un homme dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne semble pas juste? Elle dit, c'est quelque chose. Il dit, quelque chose. Quelque chose quoi? Elle dit, je te le dis, quelque chose ne semble pas juste. Maintenant, les hommes peuvent l'apprendre, mais les femmes l'ont. Apprenez à lire vos émotions, apprenez à lire ce que les autres ressentent afin de pouvoir ajuster votre communication, afin de pouvoir ajuster votre approche, afin de pouvoir transmettre votre message, afin de pouvoir bien communiquer. La communication consiste à avoir quelque chose à dire et à bien le dire. La communication est l'un des ingrédients clés pour pouvoir bien travailler avec les autres, pour pouvoir développer notre ambition en travaillant bien avec les autres. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous guider dans un voyage pour déverrouiller votre confiance intérieure et votre estime de soi. Ces deux traits sont le socle sur lequel le succès et l'épanouissement sont construits. Alors, plongeons et explorons le pouvoir profond résidant en vous. La confiance, mes amis, n'est pas une qualité insaisissable réservée à quelques élus. C'est un muscle qui peut être développé, affiné et renforcé avec le temps. Vous voyez, la confiance n'est pas une question d'être meilleur que les autres, c'est être meilleur que ce que vous étiez auparavant. C'est une question d'amélioration de soi, de croissance et de volonté d'affronter les défis de front. D'autre part, l'estime de soi est la croyance inébranlable en sa propre valeur et ses propres capacités. C'est reconnaître sa valeur inhérente en tant qu'individu unique. C'est comprendre que votre passé ne vous définit pas et que votre potentiel ne connaît aucune limite. Maintenant, comment déverrouillons-nous ces trésors en nous-mêmes? Tout d'abord, reconnaissons que la confiance en soi n'est pas une acquisition du jour au lendemain, c'est un voyage qui commence par un seul pas, la décision de croire en soi. Cela commence par fixer de petits objectifs réalisables et célébrer chaque victoire en chemin. Chaque accomplissement, aussi modeste soit-il, alimente votre croyance en vos capacités. Rappelez-vous, la confiance grandit avec la compétence. Cela signifie travailler, se consacrer à l'apprentissage et maîtriser son article à mesure que vous devenez plus compétent, votre confiance s'épanouit naturellement. De plus, entourez-vous de positivité. Votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de votre état d'esprit. Recherchez des mentors, des livres et des communautés qui vous inspirent et vous élèvent. Associez-vous à ceux qui vous poussent à élever vos normes et à croire en votre potentiel. Un autre aspect crucial est l'auto-soin. Prendre soin de votre santé physique, cultiver votre esprit et nourrir votre esprit est primordial. Faites régulièrement de l'exercice, nourrissez votre esprit de connaissance et de sagesse. Et pratiquez la pleine conscience ou la méditation pour cultiver la paix intérieure et la résilience. Mais ne négligeons pas le pouvoir de l'auto-réflexion. Acceptez vos forces, reconnaissez vos faiblesses et soyez indulgents envers vous-même. Comprenez que les revers ne sont pas des échecs mais des opportunités de croissance. Apprenez d'eux, adaptez-vous et continuez d'avancer. Maintenant, parlons de l'estime de soi. Pour renforcer votre estime de soi, vous devez embrasser l'amour de soi. Traitez-vous avec gentillesse et compassion. Acceptez-vous entièrement, défauts et tout, car ce sont ces imperfections qui vous rendent unique et beau. Les affirmations sont un autre outil puissant pour nourrir l'estime de soi. Parlez positivement dans votre vie. Rappelez-vous quotidiennement votre valeur, vos capacités et votre potentiel. Plus vous renforcez ces affirmations, plus elles s'incrustent dans votre subconscient, façonnant vos croyances et vos actions. De plus, pratiquez la gratitude. Cultivez une attitude de reconnaissance pour les bénédictions, les expériences et les leçons que la vie vous a accordées. La gratitude déplace votre focus de ce qui manque à ce qui abonde dans votre vie.
favorisant un sentiment d'épanouissement et de contentement. Et n'oubliez pas, la compagnie que vous gardez compte. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent. Éloignez-vous des relations toxiques qui drainent votre énergie et diminuent votre estime de soi. Déverrouiller votre confiance intérieure et votre estime de soi est un voyage de découverte de soi, de croissance et d'autonomisation. Cela demande dévouement, patience et une foi inébranlable en votre potentiel. Vous possédez en vous le pouvoir de créer la vie que vous désirez, de réaliser vos rêves et de laisser une empreinte durable sur ce monde. Alors, embrassez votre unicité, croyez en vous-même et laissez briller votre confiance et votre estime de soi. Comme je le dis toujours, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Prenez en charge votre destin, mes amis, et libérez le potentiel incroyable qui réside en vous. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Rappelez-vous, la clé pour libérer votre potentiel réside entre vos mains. Maintenant, allez là-bas et conquérez votre monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous entamons un voyage qui ne concerne pas seulement l'abondance financière, mais plutôt la maîtrise d'un état d'esprit, un état d'esprit qui ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement dans tous les aspects de nos vies. Je veux vous parler de la psychologie de l'argent, de la maîtrise de la mentalité de la richesse. Tout d'abord, saisissons une vérité fondamentale. La richesse ne se mesure pas uniquement par les $5 dans votre compte en banque, ni par les possessions que vous accumulez. La véritable richesse émane de la profondeur de votre caractère, des relations que vous cultivez, des contributions que vous apportez et de la mentalité que vous cultivez. Tout commence dans les pensées, les croyances et les attitudes que nous avons sur l'argent et le succès. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, il s'agit de devenir quelqu'un capable de soutenir et de gérer la richesse. Si vous désirez transformer votre statut financier, commencez par transformer votre esprit. Changez la façon dont vous pensez à l'argent, et vous changerez la façon dont l'argent afflue dans votre vie. Plongeons dans les principes fondamentaux de la maîtrise de la mentalité de la richesse. 1. Clarté de l'objectif. Comprenez pourquoi la richesse est importante pour vous. Que signifie la liberté financière pour vous? Définissez clairement vos objectifs et vos objectifs. Comme le dit le proverbe, sans vision, le peuple périt. Ayez une vision convaincante qui vous propulse vers l'avant même face à l'adversité. 2. Éducation et croissance. L'acquisition de la richesse va de pair avec l'apprentissage continu. Investissez en vous-même. Lisez des livres, assistez à des séminaires, cherchez des mentors. Élargissez constamment vos connaissances. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. 3. Changement de mentalité, vos pensées façonnent votre réalité. Transformez la pensée de la pénurie en mentalité d'abondance. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Entraînez votre esprit à se concentrer sur les solutions. Pas sur les limites. 4. Discipline financière, développez des habitudes financières prudentes. Budgétisez intelligemment, économisez diligemment et investissez intelligemment. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites croître. 5. Courage et action, la peur entrave souvent le progrès. Acceptez la peur comme une pierre de touche du succès. Prenez des risques calculés, sortez de votre zone de confort et passez à l'action. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. 6. Gratitude et contribution, la gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à plus. Rappelez-vous, plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité est un catalyseur de prospérité. 7. Adaptabilité et résilience, le chemin de la richesse n'est pas toujours lisse. Soyez adaptable, soyez résilient. Apprenez des revers et des échecs, ce ne sont pas des défaites mais des leçons sur votre chemin vers le succès. 8. S'entourer, votre environnement influence votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui inspirent, défient et soutiennent vos ambitions. Choisissez judicieusement vos associations. Elles peuvent soit vous propulser vers l'avant, soit vous retenir. Rappelez-vous, maîtriser la psychologie de l'argent n'est pas un sprint, c'est un marathon, un processus continu de croissance et de raffinement. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'une action constante et délibérée alignée sur une mentalité de richesse. En conclusion, je vous encourage à réfléchir à ces principes. À les intérioriser et à prendre des mesures délibérées pour les mettre en œuvre dans votre vie. Le chemin de la maîtrise de la mentalité de la richesse n'est pas toujours facile,
mais il en vaut certainement la peine. En quittant cet endroit aujourd'hui, emportez avec vous la croyance que vous êtes capable d'atteindre l'abondance financière. Aspirez à la grandeur, engagez-vous dans votre croissance et rappelez-vous que le pouvoir de débloquer votre richesse réside dans votre mentalité. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage avec une détermination inébranlable et une croyance en votre potentiel. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui alors que nous entamons un voyage de croissance personnelle et financière. Aujourd'hui, nous plongerons dans le domaine de la sagesse de la richesse, un sujet qui détient la clé pour libérer votre véritable potentiel et vous guider vers le succès financier. Permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Que signifie la richesse pour vous? Est-ce simplement l'accumulation de biens matériels et de prospérité financière? Ou la richesse transcende-t-elle ces mesures superficielles et englobe-t-elle un sentiment plus profond d'accomplissement et d'abondance? La richesse, mes amis, ne se résume pas uniquement aux possessions matérielles ou à la taille de votre compte en banque. La véritable richesse réside dans le domaine de la sagesse, de la connaissance et de la croissance personnelle. Il s'agit du cheminement vers la meilleure version de vous-même, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et intellectuellement. La richesse est la vie abondante qui apporte joie et accomplissement dans tous les domaines de votre existence. Pour atteindre la véritable richesse, nous devons d'abord comprendre qu'elle n'est pas un événement mais plutôt un processus. Un voyage de toute une vie d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Tout comme une graine a besoin de soins attentionnés et de temps pour germer et se développer en un arbre magnifique, notre richesse nécessite également de l'attention, de la discipline et de la patience pour s'épanouir. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une vie d'abondance non plus. Maintenant, laissez-moi partager avec vous un principe fondamental qui sous-tend la sagesse de la richesse. La loi du semer et récolter. Cette loi stipule que les graines que vous semez aujourd'hui détermineront la récolte que vous récolterez demain. Imaginez un instant le pouvoir et la responsabilité qui résident dans ce concept. Chaque action, chaque décision, chaque pensée et chaque habitude que vous cultivez est comme planter une graine. La qualité de ces graines impacte directement la qualité de votre avenir. Si vous semez des graines de paresse, de procrastination et de négativité, vous récolterez une moisson de médiocrité et d'opportunités limitées. En revanche, si vous semez des graines de travail acharné, de discipline et de pensée positive, vous récolterez le succès, l'abondance et l'accomplissement. Le choix, mes amis, est fermement entre vos mains. La sagesse de la richesse nous enseigne également l'importance de l'éducation financière. Il est stupéfiant de voir combien d'individus se lancent sur le chemin de la richesse sans les connaissances de base et la compréhension de la façon dont l'argent fonctionne vraiment. L'analphabétisme financier est une épidémie rampante qui entrave le progrès et perpétue un cycle de pauvreté. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est facilement disponible à portée de main, il n'y a pas d'excuse pour rester ignorant des questions d'argent. Éduquez-vous sur les finances personnelles. Apprenez à budgétiser, épargner, investir et faire croître votre richesse. Entourez-vous de mentors, lisez des livres, assistez à des séminaires et embrassez la quête sans fin de connaissances. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Alors que nous approfondissons le domaine de la sagesse de la richesse, discutons également de l'état d'esprit nécessaire pour le succès financier. Vos pensées et croyances façonnent votre réalité, il est donc essentiel d'adopter un état d'esprit orienté vers le succès. Croyez en votre capacité à créer, attirer et maintenir la richesse. Ayez une foi inébranlable en votre potentiel pour surmonter les défis et transformer les revers en opportunités. Cultivez un état d'esprit d'abondance. Voyez chaque revers comme une leçon et considérez les défis comme des marches vers votre succès ultime. Rappelez-vous, le pouvoir de créer votre réalité réside en vous. Je vous exhorte à intérioriser et à appliquer ces principes dans votre vie. Embrassez le voyage vers la vraie richesse, celle qui va au-delà des possessions matérielles et explore le domaine de la croissance personnelle et de l'épanouissement. À venir, nous plongerons dans le sujet du développement personnel, un aspect crucial de notre voyage vers la richesse et le succès. Alors, mes amis, attachez vos ceintures, ouvrez vos esprits et préparez-vous à vous lancer dans une aventure incroyable de découverte de soi, d'autonomisation et de transformation. Ensemble, nous libérons le potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous à travers le développement personnel. Dans le voyage de la vie, nous nous laissons souvent emporter par l'agitation, en nous concentrant sur des facteurs externes tels que nos carrières, nos relations et nos possessions matérielles. Bien que ces aspects soient sans aucun doute importants dans nos vies,
il est primordial que nous reconnaissions l'importance de notre développement personnel. Le développement personnel, mes amis, est le processus d'évolution de ses connaissances, compétences et mentalités pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un voyage continu d'apprentissage, d'autoréflexion et d'amélioration de soi. Imaginez un arbre se tenant haut dans la forêt. Il fait pousser des racines profondes, renforçant sa base. Il tend ses branches vers le ciel, cherchant continuellement à grandir. De même, le développement personnel est la nourriture qui nourrit les racines de votre potentiel, vous permettant d'atteindre des hauteurs et de vous étendre davantage dans votre quête de succès. Certains pourraient soutenir, pourquoi ai-je besoin de développement personnel? Je me débrouille très bien comme je suis. Mon ami, rester stagnant n'est pas une option si vous souhaitez mener une vie de signification. Le développement personnel ne consiste pas à réparer ce qui ne va pas mais à améliorer ce qui est juste. Il s'agit de reconnaître que les circonstances changent, les défis surgissent et le monde évolue. Par conséquent, vous devez vous adapter, vous transformer et affûter continuellement vos compétences pour prospérer dans ce paysage en constante évolution. Le philosophe grec Épictète a sagement proclamé: ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui nous arrive mais notre réponse à ce qui nous arrive. Grâce au développement personnel, vous acquérez la mentalité et les outils pour naviguer avec grâce et résilience à travers les défis inévitables de la vie. En cultivant l'intelligence émotionnelle, vous apprenez à gérer vos émotions, à réagir moins impulsivement et à forger des relations plus saines. En élargissant vos connaissances, vous êtes équipé de la sagesse pour prendre des décisions éclairées, saisir les opportunités et prévoir les écueils éventuels. En perfectionnant vos compétences, vous améliorez votre capacité à communiquer, à diriger et à contribuer de manière significative à ceux qui vous entourent. Le développement personnel est, dans son essence, l'engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Comme me l'a dit mon mentor, le légendaire Earl Schoff, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Les individus les plus extraordinaires de l'histoire, de Léonard de Vinci à Benjamin Franklin, se sont consacrés à la croissance continue et à l'expansion de leurs connaissances. Leur soif d'apprentissage les a propulsés vers la grandeur. Je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser le pouvoir de l'apprentissage, de nourrir les graines de curiosité qui sommeillent en vous et de rechercher la connaissance dans chaque opportunité qui se présente. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de développement personnel, il est vital de comprendre la valeur de la définition d'objectif. Zig Ziglar, un autre grand mentor à moi, a dit: si vous ne visez rien, vous toucherez chaque fois. Les objectifs, mes amis, fournissent la feuille de route du succès. Ils nous aident à croire en notre potentiel lorsque le doute s'installe. Ils guident nos actions, veillant à ce que chaque pas que nous faisons nous propulse vers la vie que nous envisageons. Cependant, définir des objectifs ne suffit pas. Nous devons également nous engager sur un chemin de discipline, de persistance et de persévérance. Comme l'a si profondément déclaré le docteur Denis Wetley, le succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Dans cette quête du développement personnel, n'oubliez pas de nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Cultivez une soif de connaissance, car c'est à travers la sagesse que vous débloquez des opportunités illimitées. Défiez votre corps pour suivre le rythme de vos aspirations. Car lorsque la force physique rencontre la force mentale, des réalisations extraordinaires deviennent possibles. Nourrissez votre âme et votre esprit, car c'est la lumière en vous qui rayonne vers l'extérieur, inspirant et élevant ceux qui vous entourent. Dans ce voyage de développement personnel, réfléchissez aux paroles de sagesse du grand philosophe des affaires Peter Drucker, qui a dit: la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Vous avez le pouvoir, mes amis, de façonner votre destin. Grâce au développement personnel, vous devenez l'architecte de votre vie, concevant un avenir alimenté par vos passions, vos rêves et vos aspirations. En conclusion de mes mots aujourd'hui, je vous exhorte à embrasser le pouvoir du développement personnel de tout votre cœur. Libérez votre vrai potentiel, car en vous réside la capacité d'atteindre la grandeur, laissant une marque indélébile sur ce monde. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous des paroles intemporelles de mon ami et mentor, Earl Schoff: ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Merci, et que votre voyage de développement personnel soit un parcours de croissance sans fin, de réalisations extraordinaires et de joie incommensurable.